Nous sommes de retour avec nos chers amis Firmin Kouagbo, Issa Klesso et Adam Adjronou. Adam, vous avez maintenant la parole. Oui, c'est vrai que nos États ont besoin de politiques très ambitieuses face à cette vulnérabilité et des jeunes de nos populations qui tombent vite sur le coup de ces propositions-là, puisque cela fait partie intégrante des questions qui minent cette question de djihadisme dans nos États. Mais même quelque part, moi, je ne serais pas d'accord que les politiques... C'est vrai qu'on peut peut-être parler de l'inefficacité de ces politiques-là. Parce que si aujourd'hui, nos États, je prends par l'exemple du Togo et le Sénégal, qui sont pour la plupart cités en matière d'efficacité des politiques pour la lutte contre ces djihadistes-là, ce n'est pas pour rien que ces États-là sont cités ou carrément c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est juste pas parce qu'il y a eu des politiques ambitieuses qui sont mises en place. Et là également, lorsqu'il parlait du bouclage des quartiers qui a commencé depuis près de 5 ans, c'est vrai qu'on sait que cela frise les libertés individuelles et les droits de l'homme. Certes, l'État sait, mais lorsqu'on est face à ce djihadisme-là, je pense qu'à un moment donné, on oublie ces questions-là. En témoigne le fait que lorsqu'on rapatrie ces gens-là, qu'on nomme donc des jeunes qu'on veut déradicaliser, on ratisse large. Donc, dans cette proportion-là, il n'y a pas que des jeunes qui sont affiliés à Boko Haram, qui sont aujourd'hui dans cette cohorte de déradicalisation. C'est justement, il y a eu des gens qu'on a eu à rattraper comme ça, qui fuyaient peut-être Boko Haram, qu'on a rattrapé. Mais il est très difficile de faire le distinguo entre ceux qui appartiennent à Boko Haram et ceux qui ne le sont pas. Voilà pourquoi l'État essaie donc de ratisser large et faire en sorte que de pouvoir donc réintégrer ces gens-là. Mais au même moment, puisque ceux qui fuient Boko Haram, de toutes les façons, ils sont déradicalisés ou pas, de toutes les façons, ils retombent dans l'extrême pauvreté. Puis s'ils sont partis d'un lieu et sont quand même dans des lieux où ils n'ont plus, ils sont désœuvrés pratiquement, dans l'oisiveté. Ils sont pratiquement presque dans les mêmes proportions que ces jeunes-là qui vont subir la déradicalisation, mais qui vont être intégrés. C'est en ce sens que moi je me dis, quelque part également, ne nous trompons pas. Puisque ces dons-là ou ces accompagnements qui sont faits par ces États-là, on oublie la proportion qui appartient à l'État. Il n'y a pas eu de financement concernant un projet et que l'État lui-même n'a pas pu à débourser donc de l'argent. C'est vrai que moi je n'ai pas tous les éléments pour peut-être parler de la corruption, mais de toutes les façons... Il y en aura toujours, surtout au Nigeria. Non, il n'y a pas que le Nigeria. Nous, les pays africains, c'est quand même... Non, le Nigeria, le Cameroun se change le premier, deuxième. C'est notre dada. On sait bien le faire. Donc, de toutes les façons, si quelqu'un essaie peut-être d'avancer des questions de corruption dans l'utilisation de ces fonds-là, de toutes les façons, que vous avez des éléments, vous ne pouvez pas tout de suite le critiquer. Et c'est normal, puisque de toutes les façons, lorsqu'on donne de l'argent, ou carrément l'État lui-même débouche de l'argent pour acheter les armes, l'armement pour donner aux militaires, pour combattre ces gens-là, que cet argent-là tombe dans d'autres poches, il va de soi que de la même façon, on puisse quand même retrouver des gens qui sont dans cette proportion-là. Donc, somme toute, je pense que nos États ont quand même du chemin à faire. Ne négligeons pas les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. C'est vrai que ça a besoin encore d'efficacité, mais au même moment, quand même, il faudrait que nous, citoyens, nous prenions conscience de la chose. Quelque part, lorsque ces politiques-là, par exemple, lorsque nous prenons le cas des quartiers qui se fait, les gens sont mécontents, mais quelque part, lorsque vous poussez plus loin, c'est pas parce que nous, chez nous ici, nous ne sommes pas face à ces réalités-là qu'on essaie peut-être de minimiser ces actions-là qui sont faites. Puis c'est des gens en complicité, puis c'est là où la corruption toujours vient. C'est pas parce que les gens n'ont rien à faire. Il y en a qui ont quand même de l'emploi, même qui sont employés d'État, mais qui tombent véritablement dans le coup de ces djihadistes-là, compte tenu du fait qu'on leur propose plus qu'ils n'obtiennent. Donc, je pense que tout ceci revient à la question de corruption et que cette question-là devait être au prime abord l'épine dorsale de toute politique pour faire en sorte que nos populations ne puissent pas tomber dans ces travers. Si cette politique de réintégration n'est pas bien faite, les conséquences, elles viendront sans doute. Non, les conséquences sont déjà là, c'est pas qu'elles viendront. Il y a des gens qui vont plus croire à ce qu'on leur dit et que d'autres vont continuer. Vous voyez quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui est lieutenant dans Boko Haram, vous l'amenez, vous faites la déradicalisation et puis il devient pauvre. Il va rejoindre ce qu'il était avant. C'est ça aussi simple que ça. Et en plus, ne faut pas qu'au nom de la sécurité, qu'on prive tout le monde, même des droits basiques. Au Nigeria, je suis sûr que si l'État avait fait un bon travail, au nom, chaque fois, on aurait dénoncé les bases successives de Boko Haram. Mais depuis 10 ans,
qui font ça. Moi, je le dis, on n'a jamais dit qu'un État africain ne fait pas l'effort. C'est que leurs efforts, ou bien les efforts sont tellement inefficaces sur le terrain qu'il faut quand même arriver à le dire. Est-ce que quand vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Vous changez de fusil d'épaule. Vous n'allez pas être obstiné à vouloir passer par là. On leur dit, non seulement que s'ils avaient discuté avec Boko Haram, parce que c'était le problème pétrolier qui avait amené les gens. On vient prendre le pétrole du nord du Nigeria, au moment où la population n'en bénéficie pas de ce qui tombe dans la poche de l'État. Donc, ce sont ces énervements ou ces irritations, ces mécontentements qui ont poussé la population à adhérer. Sinon, c'est très difficile que quelqu'un vienne, on va prendre l'ampoule tirée, que tu le suives. Il faut voir l'extrémité de la chose. Et l'irréalité de l'action du gouvernement, c'est que le gouvernement n'appelle pas ces protagonistes comme des gens avec qui il faut discuter, on les prend comme des gens à qui il faut octroyer des faveurs. C'est ça le problème. Vous voyez, quand on veut discuter, Firmin a donné le cas de Franck. Ils défendent quelque chose, donc il faut discuter. Il faut discuter. Et dans le dialogue, vous cédez quelque part, eux aussi cèdent quelque part. C'est ça qu'on appelle le dialogue. Mais s'il n'y a pas, vous ne cédez pas, eux ne cèdent pas, il n'y a pas de dialogue. Donc, depuis 10 ans, qu'est-ce qui se dit jusqu'à présent? Et qu'on les tantôt, on libère 20 filles, on reprend encore 40 filles, on libère. C'est comme si l'argent, ça profite à quelqu'un dans l'histoire. L'État du Niger actuellement profite à certaines personnes. Je disais tantôt, quand j'avais abordé, que je dis que même en 2010, il était étonnant qu'on ait constaté que même au Nigeria, les gens sont organisés pour qu'il y ait pénurie d'électricité et les gens plutôt ont vendu des bails. C'est-à-dire que les milliardaires ont vendu des groupes de chaque quartier à son groupe électrique. Ce genre de situation profite à certains. À certains. Les gens organisés, je dis que le Togo prend une partie de l'électricité du Nigeria, mais c'est anormal que les gosses même manquent des fois de l'électricité. Et comme je le dis, vous allez voir que dans tout un quartier, tout le monde utilise le groupe électrique alors que le pays la vend l'électricité. C'est pour dire que les gens organisent des choses pour que comment dire, les taux se serrent sur la population vulnérable. Et quand c'est comme ça, la personne est comment dire, c'est facile, la personne a pâté, pas même le plus menteur des illusionnistes. Donc ce que moi je propose actuellement, ce que le Nigeria est en train de faire, puisque le responsable de l'agence de réinsertion dit qu'il trie même, c'est-à-dire qu'il dit que c'est ceux qui ne sont pas trop radicalisés qu'il déradicalise. C'est faux. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est trop radicalisé qu'on doit déradicaliser. Non, moi, c'est le contraire. Il dit que ceux qui ne sont pas trop radicalisés, ils ont peur qu'il y ait un attentat, quoi. Qu'ils aient peur ou pas, est-ce qu'il n'y a pas des attentats? Donc c'est le lieu. On envoie les psychologues sur le terrain, les scandalistes sur le terrain, où il y a des gens qui ont fait des études. Quand ils voient un djihadiste, comme les Français le font, ils savent en même temps que celui-là, il est djihadiste. Je vous le dis, que ce que les gens ont oublié, c'est 93% de la communication est non-verbale. Habillement, comportement, tout ça là, on détecte qui est cette personne. Pas quand la personne dit que je suis Boko Haram ou quoi. Non, quand vous voyez son comportement, tout, on saura. Et des gens ont fait des études pour ça. Il n'a qu'à les appeler. S'il n'y a pas en Afrique ou au Nigeria, il n'a qu'à faire appel. Sans oublier que le Nigeria et le Gabon, plus le Cameroun, ils se remplacent les 3 places de pays pour le plus corrompu souvent. Tantôt c'est le Nigeria, tantôt c'est le Cameroun, tantôt c'est le Gabon. Donc ces pays, moi je suis sûr que c'est leur corruption à haute dose qui fait qu'on n'arrive pas à régler le problème. Même si la CEDEAO détermine une armée forte, même là-bas, si les gens doivent être corrompus, ça va toujours donner un retard, comme Firmin le disait. Même si on peut trouver la corruption partout, finalement l'attitude des autorités du Nigeria peut irriter les États-Unis et l'Union européenne. On vous donne de l'argent, vous n'arrivez pas à gérer cela. Ensuite, on prend du temps en Afrique pour critiquer les Occidentaux. Quelquefois, sur certains plans, ils nous aident. Non, les Occidentaux, ils nous aident, mais puis ils profitent aussi d'une contrepartie. Oui. Les Occidentaux se sont rendus compte qu'au fait, nous n'avons pas l'esprit patriotique. Le patriotisme, ça nous manque. Les valeurs civiques, nous ne les avons pas. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, quand on parle de la citoyenneté, c'est 3 valeurs fondamentales. Il y a le civisme, il y a la civilité et il y a la solidarité. Les Occidentaux essaient de respecter ça chez eux, mais en Afrique, on manque de cela. Le bon citoyen ou le bon patriote, je pense que ça manque. Ça manque dans nos communautés. C'est pour cela qu'on se donne souvent à de telles situations. La corruption, ça existe partout. Mais ça existe partout, en France, aux États-Unis. La corruption, ça existe partout. Mais sauf que la différence entre les Occidentaux et les Africains, c'est le manque de patriotisme, quoi. C'est ça, le manque de cet esprit de bon citoyen. Et ce manque entraîne
Les Français sont fiers d'être Français. Ils aiment défendre la France, que ce soit à l'interne et à l'extérieur. Les Américains sont fiers d'être Américains. Vous êtes aussi fier d'être Togolais? Moi, je suis très fier d'être Togolais. C'est pour cela que moi, je veux travailler à ce qu'on fasse rayonner les actions du Togo à l'international. Ouais. Vous imaginez? C'est pour cela même que pour ce que vous m'ouvrez une brèche, je vais en profiter. Mais c'est pour cela que dans le cadre de mon centre de recherche de géopolitique internationale Fimé Tekouago, moi, je prévois même des formations, des conférences sur le thème le bon citoyen. Surtout ce que le ministère de la Sécurité est en train de faire actuellement, c'est un exemple qui doit inspirer la région ouest africaine. Ouais. Vous imaginez, on boucle des zones et après on découvre des choses pas possibles, des armes pas possibles. Donc si on arrive à continuer si on continue dans ce sens-là, on va dissuader tout d'abord des comportements. Ouais. Et bien sûr, maintenant l'autre versant c'est quoi? C'est d'arriver à discuter avec ceux-là qui gardent, c'est-à-dire les propriétaires de ces maisons, les citoyens qui prennent de l'argent contre le fait de garder ces gens-là avec eux. Donc si on arrive à communiquer, à dialoguer avec ces citoyens-là, et si on arrive à sensibiliser... Avec les chefs quartiers, les chefs quartiers, les leaders communautaires, si on arrive à discuter ou à organiser des conférences avec eux et en leur parlant de leur situation, de leur responsabilité en ce qui concerne la sécurité de leur quartier, la sécurité des villes, la sécurité du pays, je pense que ça aiderait fortement les actions que le ministère de la Sécurité ou la sécurité togolaise est en train de mener ou en train d'engager depuis un moment. Et je me dis, vous savez, depuis un certain moment, le Togo est apprécié sur le plan sécuritaire. Les gens le savent. Le Togo est apprécié. C'est pour cela que nous sommes au Mali, nous étions au Soudan, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes partout. Vous dites, on a besoin de nous. Parce que, au fait, quand on parle des pays corrompus, bien sûr, on nous reproche un certain nombre de choses en ce qui concerne la corruption au Togo. Mais quand on veut parler des pays corrompus, on ne cite pas le Togo. Quand on veut parler des vrais pays corrompus, et quand on veut... les vrais sont donnés par le coach. Le coach a déjà cité les trois meilleurs, le Gabon, le Cameroun. Et le Nigeria. Et le Nigeria. Vous n'oubliez pas la RDC. Hein. La RDC, bien sûr. Quand on veut parler des vrais corrompus, on ne parle pas trop du Togo. Parce que, vous savez, l'armée togolaise, elle est bien disciplinée. Elle est efficace et ça se voit sur le terrain. Dans la sécurité togolaise, on ne lui reproche pas beaucoup de choses. Il n'y a pas assez de choses qu'on reproche à la sécurité togolaise. Vous imaginez, quand Barack Obama est allé à Accra avec son fameux discours, il faut des institutions fortes et non des hommes forts, il a parlé indirectement aux Ghanéens. Il dit, ce n'est pas le fait d'organiser des élections périodiquement à ça et là, alors que la police est corrompue, reçoit des pots de vin, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. C'est pour dire aux Ghanéens, vous parlez d'élections, vous parlez de démocratie, alors que la corruption, c'est au niveau de votre police. Or, ici au Togo, on ne peut pas nous reprocher ce genre de choses. C'est pour cela que la communauté internationale a souvent besoin de... On ne peut pas vous reprocher un certain nombre de choses. Pardon? Bon, vous parlez peut-être de tant de choses, de bonnes choses au Ghana. Au niveau sécuritaire peut-être. Oui, c'est sur le plan on vous reproche l'alternance au Togo. Attendez, quand on parle, moi, quand vous parlez de l'alternance, ça me paraît bizarre. Mais comme au Maroc, c'est toujours le roi qui est là-bas, non? Oui, ça c'est c'est deux choses différentes. Vous voyez, il ne faut pas jouer à ce jeu que ce n'est pas dans le même régime. La reine d'Angleterre est toujours reine jusqu'à... On ne peut pas faire deux fois deux. Non, je veux juste dire... Je vous laisse continuer. L'alternance, ce n'est pas un principe démocratique. L'alternance, moi je dis que la limitation de mandat est antidémocratique. C'est selon Fimé Tekouago. Non, moi c'est selon la principe. Les gens disent que c'est une base fondamentale de la démocratie. Si c'est le peuple qui élit, si le peuple veut qu'il aille 10 fois, 1000 fois, on doit le laisser aller. Donner au peuple la possibilité d'élire qui il veut. Alors que vous limitez le mandat, ça vous dit vous empêchez le peuple d'élire qui il veut. Donc la limitation de mandat, au fait, est antidémocratique. C'est ce qu'on ne nous dit pas. La limitation de mandat est antidémocratique. Ça veut dire dans nos constitutions, il y a des dispositions qui sont antidémocratiques, contraires à la démocratie. Ce n'est pas bien. Et moi, je me dis, sur le plan... pour terminer... Là, on va directement au Mali. Il n'y a pas assez de choses qu'on nous reproche parce qu'on est efficace. On ne peut pas remettre de l'argent à la sécurité du Togo et puis vous allez voir ce qui se passe au Nigeria. Ce n'est pas sérieux. Moi, ici, on a une ambition. C'est deux contextes différents. Oui, non, écoutez, ici, on a une ambition. Ici, on a une ambition sérieuse sur le plan sécuritaire. Le ministre de la Sécurité, il la montre chaque fois. Et quand vous le voyez, c'est quand même de pragmatique. Et vous voyez le résultat. Vous voyez, au Nigeria,
là, on voit que les gens s'amusent. Et comme au Mali, entre-temps, les gens s'amusent avec la sécurité des gens. Vous imaginez, s'il y a eu ce coup d'État que nous condamnons régulièrement, c'est parce qu'on se dit, mais on a remis de l'argent aux gens, peut-être à l'armée, des gens détournés. Au Niger, entre-temps, on avait remis de l'argent à l'armée, à certains officiers, pour acheter des matériels, ils ont détourné. Au Togo, vous ne verrez jamais ça. C'est ça un exemple. Ce sont ces actions-là, moi, que je voudrais, sur lesquelles je voudrais qu'on communique sur le plan international et qu'on sache que nous sommes sérieux sur un certain nombre de choses. Au Nigeria, c'est parce que le gouvernement s'est amusé avec les gens, il veut continuer pas s'amuser avec la vie. On va toujours continuer par parler des militaires. On part au Mali, les militaires au pouvoir depuis le putsch d'août 2020 et le second gouvernement transitoire installé par eux en juin à la suite d'un nouveau coup de force, ont répété jusqu'alors sans tenir à l'échéancier de transition annoncé en avril. Alors les doutes persistent, coach et sur à quel sort sur le respect de l'échéance à venir au Mali. Je vous avais dit ici, je pense que ça fait 2 semaines, Fimé, moi, on était dû là-dessus. Malheureusement, le jour-là, Adam nous avait pris à partie. On avait dit que le gars là, il ne va jamais respecter l'échéance. Il va faire tout pour que ça aille dans son intérêt. Dans tous les cas, on n'est pas encore au terme. Non, vous voyez, les EV disent quelque chose que quand le mouton doit être délicieux, c'est dans sa démarche qu'on le reconnaît. Maintenant, si le même mouton, dans sa démarche, on sait qu'il ne va rien foutre, on le sait aussi en même temps. Il y a quelque chose qu'on appelle en coaching, comment dire, la technique de la gare, la gestion axée sur le résultat. Tu n'as pas besoin de voir la fin pour connaître le résultat. Quand tu vois déjà au début, tu sais que c'est ce que veut atteindre comme. Déjà arrivé à 2 ou 3 points, tu sais déjà que ça ne va pas donner ce résultat. Et s'il faut modifier, tu vas le modifier. C'est pour dire que le gars, là, avec tout ce qu'il a commencé, on lui a fait coup d'État, on l'a fait tout ça là. Vous allez entendre à la fin qu'il a besoin encore de prolongement. D'abord, c'est ce qu'il veut commencer ça, qu'il a besoin de prorogation. On a qu'à lui faire des prorogations, comme ça il va aller. Et le mal dans ça, s'il veut faire dictature, il n'a qu'à le dire, il est dans dictature. Au lieu de bluffer des gens, et que la CEDEAO aussi, jusqu'à présent, ne donne pas un ton vraiment... La CEDEAO a déjà essayé. Non, ce n'est pas question d'essayer. Moi, les gens l'ont dit un jour. Le Mali, même CEDEAO qui va sévir, les gens vont commencer par... Non, vous voyez, le problème, c'est que la CEDEAO fait 2 poids 2 mesures. Elle n'a pas sévi en Côte d'Ivoire, elle sévit au Mali. C'est ça qui a créé le problème. Donc, il faudrait que des fois, la Constitution écrive des lois indépendante et générale. En Côte d'Ivoire n'a pas sévi. Comment elle sévi? Quand Ouattara, on dit Ouattara ne doit pas aller avec tout ce que Ouattara fait. La CEDEAO n'a rien. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire plusieurs mandats, coach. Oui, j'ai dit. Non, c'est ce que je dis. Je dis si c'est le peuple. Non, c'est pas. Si c'est le peuple. Vous dites que ce n'est pas le peuple. La démocratie parle du choix du peuple. Vous voyez, dans le peuple là, il y a 2 choses qu'il faut voir. Il y a les électeurs et les partisans, ou pour ne pas dire les milices. Maintenant, les gens prennent leurs milices et leurs partisans ou les électeurs pour dire que c'est le peuple. Le peuple, c'est les habitants des 2 partis. Que ce soit opposition, ça fait le peuple. Maintenant, alors, quel baromètre vous permet de dire que le peuple n'était pas avec Alassane Ouattara? Si le peuple était avec Alassane Ouattara, il ne devait pas avoir des morts qu'on a eus et qu'il ne devait pas aussi... Est-ce que c'est lui strictement qui, ou bien c'est son régime? Bon, on va au Mali. Allons-y. Vous voyez... allons au Mali. Oui, on est au Mali. On aura un sujet sur la Côte d'Ivoire. Michel, quand tu envoies des gens aller faire la sécurité et qu'il y a des déboires qui sont arrivés, le premier responsable, c'est toi. C'est un principe juridique. Tu es responsable de celui que tu as envoyé. Comme on avait tiré entre-temps, quelqu'un avait dit, vous voyez, le gars est allé en prison. Donc, je dis que c'est Ouattara qui a envoyé ces éléments d'aller contrôler la marche ou les manifestations. Sauf qu'il y a eu un ordre implicite aussi. Sinon, le soldat ou le militaire ne va jamais taper s'il n'a pas reçu l'ordre de taper. Donc, il faudrait qu'on se dise la chose. Ce que je dis, j'ai rejoint... Non, vous voyez... Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu des gens qui ont abattu des arbres et qui ont fait des choses. Là, le terrain ivoirien est un terrain un peu mitigé. C'est d'ailleurs pourquoi je souhaite qu'on aille au Mali. Donc, pour laisser la Côte d'Ivoire aller sur le Mali, j'ai fait cette bifurcation sur la Côte d'Ivoire juste parce que, pour dire que si on avait réussi à dire à Ouattara, il faut faire un référendum pour savoir que c'est le peuple qui voulait. La Côte d'Ivoire devait faire un référendum et on serait situé. C'est ce que Alpha Condé avait fait. On a dit que c'est au moins le peuple qui a dit qu'il n'a qu'à aller. Ici, c'est Ouattara qui a modifié la constitution avec des formules juridiques qu'il a trouvées pour dire ça. Vous voyez que ce n'est pas le tout s'est fait à l'hémicycle.
Non, je demandé aux autres partis. La constitution ivoirienne dit que les modifications les plus importantes doivent se faire sur référendum. C'est-à-dire que normalement, la Côte d'Ivoire, Ouattara devait convoquer un référendum pour voir la population se situe là-dessus. Je pense que le président du Togo avait demandé entre-temps, quand on parlait de modification, Faure avait dit qu'on allait faire référendum, ce que l'opposition n'avait pas accepté. Vous voyez, des fois, il faut être malin aussi dans la démarche démocratique pour ne pas avoir le problème et être surnommé dictateur. C'est pour dire que le gars de Mali, Assimi Goïta et ses acolytes, je pense qu'ils s'en fichent pas mal de la population, ils s'en fichent pas mal de la CEDEAO, et la CEDEAO n'a qu'à finalement écrire des règlements ou des principes sur lesquels, pas amis président d'État que ça doit arranger, mais amis les populations de l'Afrique en entier. Je le dis parce que même ce qu'ils disent, vous allez au Ghana maintenant, on va vous allez payer énormément dans les frontières. Au même moment qu'on dit que liberté, libre circulation des personnes et des biens. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai payé plus de 10 000 à leur retour. J'ai mon passeport, j'ai mon carnet, j'avais fourni tous les documents. Mais ceux qui n'ont même pas leur carte d'identité ont donné 2500, ils sont passés simplement. Mais quand je leur dis que c'est interdit, que la CEDEAO ici, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est pour dire que tout ce qu'on dit et ce qui se fait sur le terrain, il y a un déphasage. Le gars de Mali, on n'a qu'à essayer. Je ne suis pas sûr que le Mali va manger l'or que le Mali a ou bien les diamants. Si le Mali veut être un État voyou, qu'on lui coupe les vivres. Le Mali ne peut pas rester au-delà d'un an sans le salaire, sans les subventions. À la population. Non, vous voyez. Ceux-là, ils vont manger. Hein. C'est pourquoi j'aime souvent la tendance des pays de l'Amérique latine. Des fois, ils affaminent la population pour que la population révolte comme celui qui fait le mal. Ah ouais. Donc, je pense stratégie, que le gars là, même les gens n'ont pas comprendre. Il faut quand la lutte vient, d'autres doivent en partir, d'autres doivent jouer. Même si la population doit en partir pour que le Mali s'en sorte définitivement, c'est comme ça aussi ils ont fait. Et si ce n'est pas bien, qu'on l'écarte. Adam, quels sont les points sur lesquels on doute véritablement de Assimi Goïta et de tout son gouvernement? Vous savez, le cheminement que la politique malienne a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui laissait présager réellement qu'il y avait des prétentions de pouvoir aller à un glissement de calendrier. Et je pense que tous les éléments sont en possession pour réellement donc le prouver à suffisance. Puisque avant même d'en arriver aux élections, puisque d'ici moins de 6 mois qui reste, je pense que le premier tour aurait normalement lieu en début ou en mi-février. Et là, je pense que lorsque vous voulez véritablement organiser de ces genres d'élections, et surtout n'oubliez pas également qu'il y a une loi au niveau de la loi communautaire qui interdit qu'à 6 mois des élections présidentielles, qu'on ne puisse pas modifier quoi que ce soit. Donc on devait directement voir qu'il y a des préalables. Par exemple, ils ont prévu organiser 3 élections. Il y aura la révision électorale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de révision, il n'y a rien. Et on n'a même pas vu d'abord au niveau même du recensement, etc. Rien n'est fait. Donc, de toutes les façons, lorsque vous êtes un analyste politique objectif, vous pouvez réellement comprendre que les militaires, ou carrément comme on les appelle, les colonels au pouvoir, ont cette prétention de pouvoir. Ils peuvent aussi nous surprendre. Mais ce n'est pas évident. Même dans l'objectivité, même s'ils veulent surprendre, et même si le désir serait quand même très difficile. Très difficile parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons le temps imparti, il est très difficile si l'on veut tenir véritablement toutes ces élections, aller au premier tour, il serait très difficile de tenir dans ce laps de temps. Et donc, même si la CEDEAO arrivait même au niveau même de la sanction, etc., il serait très difficile de leur imposer. Puisque, de toutes les façons, il y a quelque part, on sait que c'est la liberté ou carrément le peuple qui est mis en avant, mais au même moment, quelque part, ce peuple-là qu'on sollicite, il faut gréement donc le solliciter avec une manière assez professionnelle. Puisque, de toutes les façons, on ne pouvait pas demander à un peuple dans un mois, dans l'espace d'un mois, d'aller à 3 élections. Ce serait très difficile. Or, lorsque vous prenez le chemin au niveau du Mali, il n'y a pas eu couplage de ces élections-là. C'est vrai que c'est une formule qui peut être scrutée, mais très difficile à tenir, puisque lorsqu'on veut organiser des élections acceptées par tous, parce que vous savez, nous sommes en face d'une classe politique très divisée, et les tendances qui devaient normalement s'unir au niveau d'abord même de cette civile ou de ces partis politiques, à pouvoir peut-être taper du poing sur la table, dire que voilà, les échéances doivent être respectées. On voit au niveau de cette
classe politique de l'opposition une division interne. Il y en a qui sont pour que d'ailleurs même qu'on puisse aller à un rallongement de calendrier. Ils l'ont dit même ouvertement. Et lorsque nous constatons, puisqu'il y a toujours une similitude en matière donc, des usages politiques, il y a toujours de ces bribes-là qui essaient donc de survenir. Et là, on a constaté au niveau du Mali, d'ailleurs même, avant même que les politiques ou carrément les grands analystes en arrivent là à consacrer ou carrément à acter le fait que ces militaires ont la prétention d'aller à un glissement de calendrier, il y avait des mouvements d'humeur qui demandaient pratiquement qu'on puisse rallonger ce calendrier-là. Et ça, ce sont des usages politiques qu'on ne connaît pas tout à l'heure même, parce qu'il faudrait qu'il y ait donc des déclics qui obligent le politique à pouvoir donc réagir. Malheureusement, que cela n'a pas rassemblé assez de monde, mais il est très difficile de pouvoir donc les comptabiliser dans les usages qui puissent permettre à ce que soit au niveau de ces politiques-là, ou soit même à la mouvement présidentiel, ou carrément au niveau de la CEDEAO, de conclure à ce que la population demande un rallongement de calendrier. Mais je sais, en tout état de cause, que soit la CEDEAO, la communauté internationale, ou tout de temps, que ces militaires le veuillent ou pas, on arriverait quand même à un glissement de calendrier. Mais peut-être un glissement de calendrier assez mesuré qui permet réellement que cette volonté d'organiser ces élections-là puisse s'exprimer. Mais pour l'heure, cela n'est pas à l'ordre du jour. Et pour l'heure, on ne voit pas cette volonté-là s'exprimer au niveau de ces colonels au pouvoir. Mais également, on a vu qu'au début, lorsque, disons, cette transition-là tanguait, on a vu que la CEDEAO continuait par envoyer l'émissaire pour recadrer ces colonels-là. Mais ces derniers moments, on a vu qu'il y a une sorte de mutisme, un laisser-aller au niveau de la CEDEAO qui ne sait pas d'attirer l'attention de ces colonels-là sur le respect du calendrier, mais également ce qui devait motiver en fait la CEDEAO à aller dans ce sens-là ne l'est pas, puisque la classe de politique prise dans sa globalité devait quand même s'unir, comme on l'a vu au niveau du Tchad, qui commence déjà pas s'unir sur un certain nombre d'aspects et qui oblige naturellement donc le Conseil militaire de transition à pouvoir réagir. Puisque de toutes les façons, le temps viendra que vous le voulez ou pas. Non, déjà on voit qu'il y a véritablement une division. Il y a des clans qui sont constitués. Et là, ce sont des fragilités sur lesquelles la CEDEAO ne serait pas agir. Puisque de toutes les façons, il y a cette question de souveraineté qui arrive toujours. Et là, même si cette volonté sous-régionale devait s'exprimer, il faudrait que, naturellement qu'on ait des bribes au niveau interne qui obligent la CEDEAO à pouvoir profiter du soir sur la table. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. Et donc, je pense que ce glissement de calendrier est totalement acté. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec les analyses de nos chers invités, en commençant par Firmin Tekou Agbo qui attend impatiemment. La pause, elle s'impose.